Valérie Matin, donc vous êtes présidente du laboratoire d'innovation territoriale Grande Culture en Auvergne, qui se situe en Limagne. Oui, entre Brioude et Moulins. Voilà, c'est grand la Limagne. Donc d'où est venue cette initiative du LIT? Quels sont ses sujets de prédilection? Et en quoi, je dirais, ce distinctif, c'est-à-dire que vous le présentez comme un living lab de l'innovation agricole. Donc racontez-nous, s'il vous plaît. Donc l'histoire du LIT a commencé il y a 3 ans. Donc à Limagne, Limagne-Val d'Allier est un territoire plutôt de grande culture aujourd'hui et qui a à la fois des atouts, l'atout de disposer de terres très riches, d'acteurs du territoire dynamique, des acteurs de la recherche, l'INRA, l'IRSTEA, l'université, des acteurs économiques également dynamiques, des coopératives, une chambre régionale d'agriculture dynamique, mais aussi un certain nombre de défis à relever pour ce territoire. C'est un territoire enclavé, c'est un territoire qui, comme tous les territoires agricoles, est soumis au changement climatique et éloigné des grands centres de transformation, des grands centres logistiques, donc avec une vraie problématique à la fois d'évolution des systèmes de culture, donc comment faire évoluer ces systèmes de culture vers moins d'intrants, vers une adaptation au changement climatique, et puis une deuxième problématique qui est celle de la valorisation de ces productions. Donc comment on localise sur ce territoire de la valeur. Donc ça, je pense que ce constat, il est partagé par beaucoup de territoires agricoles. Ce qui est original dans notre démarche, c'est d'avoir fait un double pari, le pari du numérique. Je pense qu'on pourra y revenir. Donc l'innovation grâce au numérique, donc réinventer le futur de ce territoire grâce au numérique. Et puis l'autre originalité, c'est la façon d'innover en mode living lab, c'est-à-dire pour et avec les agriculteurs. Donc en partant des besoins des agriculteurs et en associant les agriculteurs au processus d'innovation en mode living lab. C'est quoi ce mode living lab, justement? Alors, ça se passe au quotidien, finalement, dans ce laboratoire. Qui est partie prenante? Qu'est-ce qui le distingue d'un labo classique? Vous disiez pour et avec les agriculteurs. Donc, oui. Voilà, comment ça se passe? On imagine une espèce de marmite. Donc effectivement, c'est une marmite dont les membres fondateurs sont à la fois des entreprises, la coopérative Limagrin, l'INRA, Pétagrosup, pour l'enseignement supérieur et la recherche, Arvalis également, la chambre régionale. Et donc vous avez dans cet écosystème des gens qui ont des idées, qui ont des idées pour changer l'agriculture, pour changer les modes de production, pour proposer des nouveaux outils. Et plutôt que de leur dire allez-y, lancez-vous et puis rendez-vous dans 3 ans et on mettra dans 3 ans vos produits ou vos prototypes entre les mains des agriculteurs, où on essaiera de convaincre avec du marketing que c'est la bonne solution pour les agriculteurs. Que c'est de ça qu'ils ont besoin. C'est de ça dont ils ont besoin. Dès que l'idée a germé, on met dans la même salle ces porteurs d'idées, ces porteurs de projets et des agriculteurs. Et ensuite, on les fait discuter ensemble, on les fait échanger. Du coup, les idées se précisent, les trajectoires qui étaient imaginées sont infléchies. Donc ça, c'est une première façon de travailler en confrontant très précocement les idées avec les agriculteurs. Une autre façon également de décliner les choses en mode living lab, c'est de travailler avec des prototypes en conditions réelles. Et là aussi, plutôt que d'attendre d'avoir des prototypes super, pratiquement aboutis, avoir des prototypes qui fonctionnent juste ce qu'il faut et les mettre entre les mains des agriculteurs en conditions réelles, donc dans des vrais champs, avec des vrais agriculteurs et des vrais ennuis, pour pouvoir dès le plus tôt possible se confronter à la réalité des choses. Donc c'est aussi ça la dimension living lab. Du co-développement et derrière du
tests en réel sur des prototypes fonctionnels qui permettent effectivement de jamais en fait décrocher du terrain. On fait de l'innovation, mais on est toujours collé au terrain, et donc quelque part on réduit la marge d'erreur par rapport aux besoins effectifs de l'agriculteur. Oui. C'est ça la démarche. Alors, on parle de numérique, et il y a eu un travail du LIT, donc Laboratoire d'innovation territoriale, autour des objets connectés et des champs connectés, la connectivité des champs. Oui, donc dans notre projet, donc je vous ai dit, on fait le pari du digital. Notre ambition, c'est de décrire ce territoire, donc qui fait à peu près 200 000 hectares, de le décrire et de l'instrumenter aussi précisément possible. Donc de disposer de données, que ce soit des données sur les sols, sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, et finalement d'avoir une maquette numérique de ce territoire de 200 000 hectares, et d'avoir une base de données qui soit alimentée en permanence avec cette base de données qui mesure le pouls du territoire, si vous voulez. Et à partir de ces données, on fait le pari, et je pense que toutes les startups qui sont là peuvent en témoigner, on fait le pari qu'à partir de ces données, on sera capable de développer des solutions, des applications. On ne sait pas encore exactement quel type d'application, mais on est sûr qu'à partir de ces données, compte tenu de leur richesse et compte tenu de l'ingéniosité des startups, on trouvera des applications qui feront progresser le territoire. C'est en place cette infrastructure de scale de 200 000 hectares, et ça paraît considérable. Oui, donc ça c'est l'ambition. Ce que l'on est en train ce que l'on a initié, et on devrait, je ne sais pas si les représentants du Conseil régional sont là, mais en tout cas on compte sur le Conseil régional pour nous soutenir dans cette démarche. On va commencer par instrumenter une centaine 1000 hectares pour commencer, et puis ensuite de passer à l'échelle. Donc là, on est en train on a initié l'équipement des 1000 premiers hectares, du 1000 premiers hectares. D'accord. Merci beaucoup. Merci Valérie Mazza. Alors, apporter la connectivité sur un champ, c'est aussi un enjeu, un objectif de Nordnet. Alors, pas forcément le champ, mais l'exploitation. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est sur des territoires qui sont souvent par nature isolés, peu denses, de fait. Donc, c'est quand même assez rare d'avoir la fibre au bout du champ. Il faut peut-être imaginer, on a le FTTO, Fiber to the Office. Est-ce qu'on aura bientôt le Fiber to the Field? Bon, peut-être, mais c'est pas tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant, et de manière très opérationnelle? Christophe Houtier. Merci Sébastien. Oui, on a parlé beaucoup d'agriculture connectée ce matin, mais l'agriculture connectée commence par le fait que l'agriculteur lui-même soit bien connecté. Alors, ce dont je parlais, ce n'est pas la connectivité sur le champ, sur les parcelles, mais bien une connectivité dans les bureaux de l'exploitant agricole, qui sont souvent mitoyens à l'habitation, une pièce de vie partagée également en famille. Donc il faut une bonne connexion chez l'agriculteur pour qu'il puisse profiter de toutes les richesses de l'Internet. Le constat, il est un peu lointain sur ce slide, je ne le connais pas par cœur, mais je crois qu'il faut regarder dans cette étude que globalement 7% des exploitants agricoles qui ont été sondés ici, dans le cadre de cette enquête par BVA, déclaraient avoir un débit ADSL inférieur à 512 kg. 512 kg, c'est quasiment une connexion, pas morte, mais quasi peu utilisable. C'est quasi nul, hein. C'est l'équivalent de ce qu'on avait avec le bruit du modem pour ceux qui se souviennent. Donc on ne fait plus rien depuis que le web est gavé d'images et qui marche dans les deux sens, le web 2.0, on ne peut absolument plus rien faire. Rien faire, on ne peut pas non plus faire grand-chose quand on a une connexion Internet qui est aussi autour de 2 mégas. C'est le cas a priori de la moitié des exploitations agricoles aujourd'hui que d'être bridé par ces réseaux filaires. Donc, bien Nordnet dans cette affaire a pour objectif, en tant que fournisseur d'accès Internet, bien que d'apporter une solution qui s'affranchit des réseaux filaires, une solution d'accès à l'Internet à haut et très haut débit chez l'exploitant. Et on le fait au travers de technologies dont certains ont entendu déjà parler, j'imagine, que sont soit l'Internet par satellite,
soit l'Internet par radio. Ce petit bouton fonctionne. Oui. Je vous en parlerai plus en détail de ces solutions d'accès Internet par satellite ou par radio, mais évidemment, ces solutions s'affranchissent des réseaux terrestres. Il n'y a pas besoin de ligne de téléphone pour qu'elles fonctionnent, ces solutions d'accès Internet, et elles permettront à l'exploitant agricole demain, naturellement, de faire ce dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire faire sa déclaration PAC une fois par an et la faire depuis chez lui. Parce que ces agriculteurs, parfois isolés dans le monde rural, sont obligés d'aller au McDo du coin connecté en Wi-Fi gratuit chez McDo pour pouvoir faire leur déclaration PAC parce que dans l'exploitation, ils n'ont pas un débit suffisant. On va lutter contre ça, nous, avec nos solutions. On va lui permettre de déclarer ses naissances aussi, s'il est éleveur, de les déclarer via une connexion Internet à haut débit et de le faire rapidement. Et puis, dans ces usages réglementaires, lui sont imposés aussi le fait de faire ses déclarations MSA ou ses déclarations de fiches de paie par Internet. Essayez de le faire avec un accès ADSL à 512 kg, vous en serez arrivé au 7e café, que vous n'aurez toujours pas terminé, vous serez bien éveillé, mais votre patience commencera à s'effriter. Donc, les solutions que l'on apporte, en appuyant sur le bouton suivant, permettent de vous dire que la première technologie qu'on peut utiliser, c'est l'accès Internet par satellite. Ça se matérialise comment? Eh bien, ça se matérialise au travers d'une parabole qui est installée sur le bâtiment, sur l'exploitation agricole, sur l'habitation de l'agriculteur. Cette parabole a une spécificité, c'est qu'elle va émettre et recevoir de la donnée. Tout passe par la parabole, en émission comme en réception. On s'affranchit des réseaux terrestres et on obtient des débits de l'ordre de 30 mégas pour les offres professionnelles et de l'ordre de 20 à 22 mégas pour les offres dites grand public ou TPE. Au travers de cette parabole, installée sur l'habitation, on va pouvoir disposer aussi d'une ligne de téléphone. On va pouvoir, via cette parabole, recevoir la télévision. Donc on est bien sur une solution qui est disponible tout de suite, partout en France, parce qu'elle s'affranchit de toute infrastructure terrestre. Les satellites que nous utilisons sont dans le ciel là-haut à 36 000 km d'altitude et couvrent naturellement tout le territoire. Donc ceci passe par une parabole, et puis d'un autre côté on a une autre solution dans certains territoires qui est ce qu'on appelle l'Internet par voie radio. Alors cette fois-ci, en fait, nous installons également une antenne sur l'habitation du client, une petite antenne qui fait la taille d'une feuille A4 à peu près, et qui va, elle, dialoguer, non pas avec un satellite là-haut, mais qui va dialoguer avec un émetteur qui se trouve à quelques kilomètres de l'habitation, quelques centaines de mètres de l'habitation. Et cet émetteur-récepteur va lui permettre de se connecter là aussi avec des débits de l'ordre de 30 mégas sur les nouveaux réseaux radio qui sont déployés actuellement en France. Alors vous voyez sur la carte de France, à la différence de l'Internet par satellite, l'Internet par radio est disponible dans, je vais dire, quelques départements. Il est disponible avec des débits de l'ordre de 30 mégas dans des départements comme la Haute-Garonne, comme la Charente, comme la Vendée qui a dernièrement construit un tel réseau. Eh bien, Nordnet s'attelle à fournir aux exploitants agricoles une solution d'accès Internet qui va lui permettre enfin d'accéder au débit et, j'allais dire, de vivre son quotidien, et parmi les 2000 exploitants agricoles qu'on a déjà connectés au travers de ces solutions, j'ai le souvenir d'exploitants qui étaient en coopérative d'utilisation de matériel agricole. Là, ils géraient leur CUMA entre eux, et puis ils devaient s'appeler pour se prêter de matériel, pour le réserver, etc. S'appeler, se laisser des messages, c'est compliqué. Il y avait bien une application sur Internet pour réserver son matériel en ligne, etc., mais ils n'y accédaient pas. Il n'y avait pas de haut débit. Ils ont été connectés via satellite, et désormais, tranquillement, ils peuvent accéder à ces interfaces, à ces outils en ligne pour partager leur matériel, pour gérer leur quotidien, pour gagner en productivité, c'est un grand mot, mais en tous les cas, gagner en confort, et un confort qui va au-delà de l'exploitation agricole, parce que je le disais en introduction, souvent, vous savez mieux que moi, mais souvent, le bureau de l'agriculteur ou de l'agricultrice se trouve au cœur même de l'habitation, et que cette connexion Internet, elle est également utile pour la famille et pour les enfants. Donc, Internet satellite, Internet radio, pour conclure, je vous dirais que ces deux technologies ont fait l'objet dernièrement d'une labellisation par l'État. Dans le cadre de son dispositif de cohésion numérique des territoires, l'État a décidé d'aider les foyers et les entreprises, donc à fortiori les exploitants agricoles, les plus isolés, de les aider au travers d'une subvention nationale. Et il se trouve que les offres de Nordnet, qu'elles soient via satellite ou via radio, ont été labellisées par l'État, et l'exploitant agricole qui serait isolé du bon débit à Internet, eh bien, peut tout à fait disposer d'une aide financière pour raccordement à ces technologies. Alors, je dirais,
faites confiance à ces technologies, elles existent depuis quelques années, elles ont fait leurs preuves, elles ont beaucoup évolué avec le temps. Et un seul conseil, c'est quelque part rendez-vous sur le site de nornet.com. Sur ce site, vous y saisissez votre adresse et en quelques clics, vous savez, quelle est la technologie qu'on vous recommande, radio ou satellite, et puis 2, vous savez si à partir de cette adresse, vous pouvez bénéficier ou non d'une aide d'État pour limiter les coûts de raccordement à ces technologies. Aide d'État qui est parfois, même souvent, abondée par des subventions locales. C'est le cas en Auvergne, c'est le cas dans le Cantal, où depuis maintenant de nombreuses années, la région aide les plus isolés à profiter d'une connexion par satellite en délivrant une subvention qui va jusqu'à 400 € dans le département. Donc faites confiance dans ces solutions qui sont disponibles tout de suite et au tarif de la DSL. Voilà, c'était une minute publicité de Nordnet, et à votre disposition, avec grand plaisir pour vous accueillir toute l'après-midi sur le stand qu'on tient à votre disposition et répondre à toutes vos questions sur ces technologies. Merci. Merci beaucoup Christophe. Donc on a connecté le champ, on a connecté l'agriculteur, tout va bien, on commence à récolter de la donnée. Et là les ennuis commencent. Nicolas Ferras. Les opportunités. Ah, toujours comme ça, toujours le verre à moitié plein. Oui, alors merci pour cette transition rapide. En effet, il y a une création de données aujourd'hui qui est en train de se faire. Je pense que ce matin, vous avez pu assister à ces interventions-là. Après, soyons clairs. La donnée n'a de valeur que si derrière elle permet de réaliser un service, une optimisation. En clair, augmenter l'efficience. S'il n'y a pas d'efficience ou s'il n'y a pas derrière de gain, il n'y a aucune valeur. C'est assez basique, donc beaucoup de monde parle de la donnée. Alors, je dirais on est un peu entre mythe et réalité derrière. Alors, la réalité, c'est qu'en effet, l'agriculture, aujourd'hui, est l'un des plus gros créateurs de données. En termes de catégorie professionnelle, 80% je crois des agriculteurs utilisent Internet ou en tout cas les connectivités dans leur environnement professionnel, donc ce qui est très fort. Ils génèrent historiquement, tu peux laisser, c'est pas grave la pub, c'est pas dramatique. Ils génèrent énormément de données. Alors à la base, comment ils créent la donnée? C'est-à-dire les premiers outils qu'ils ont eu à leur disposition, c'était des outils pour les aider sur la partie réglementaire. Soyons très clairs, la digitalisation de l'agriculture, elle est venue pour répondre à des contraintes. La première des contraintes s'appelait l'application des produits réglementés de type phyto-intrant. Est-ce que j'utilise le bon produit, la bonne dose, etc. Et c'est comme ça que les premiers outils digitaux sont apparus. Le deuxième, c'était le pilotage, notamment des déclarations de type PAC. Donc la digitalisation de l'agriculture, elle est venue au départ d'un facteur de contrainte, et puis elle est en train de se transformer dans un facteur d'efficience et de création de valeur. Et on est un peu à ce niveau-là du modèle. Alors pourquoi elle y arrive? C'est parce que le digital n'est pas arrivé comme une solution qui est apparue from scratch derrière, mais il est arrivé aussi en lien avec les partenaires, avec les organisations qui existaient déjà. C'est-à-dire le digital est venu augmenter une chambre d'agriculture, une coopérative, un négoce ou un intermédiaire. C'est-à-dire c'est devenu comme une solution qui s'est additionnée, et non pas comme une finalité. C'est ça qui est en train de se passer dans l'agriculture. Alors, si on regarde un peu la situation aujourd'hui, on a à peu près 100 000 exploitations. On pourrait dire connectées ou connectées à rang 2, c'est-à-dire où on peut avoir des opérateurs comme les CER ou les chambres qui font des prestations pour le compte des coopératives, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Ça fait à peu près 80% de la SAU en France, et ça fait le gros de l'activité agricole derrière. C'est avant tout une connectivité qui est principalement à la base issue des productions végétales. Il y a quand même un retard, et on est dans le Cantal, on en parlait hier soir, il y a encore quand même un retard sur la numérisation, notamment des pratiques d'élevage. C'est compliqué, c'est pas les plus gros marchés, ça a été beaucoup plus vite sur les productions végétales. Et ça, clairement, malgré tout, c'est ce qui est en cours. Donc aujourd'hui, si on regarde basiquement, puisque la question c'était la donnée, c'est quelle est la donnée aujourd'hui qui est à disposition. Alors aujourd'hui, la donnée, elle était ces différents acteurs. On parlait ce matin de CER, qui ont la donnée comptable. Nous, Chambre d'agriculture aussi, on va avoir
de la donnée de la pratique agricole, puisque les utilisateurs de nos solutions saisissent leurs pratiques, derrière leurs interventions, leurs observations. Et tout ça, l'une des grandes problématiques, c'était un petit peu en silo. Et donc la valeur, elle ne se partageait pas. Chacun avait sa donnée et faisait de l'interprétation de sa propre donnée. La vraie création de valeur, elle arrivait justement de confronter ces données-là et d'en créer des modèles, soit des modèles économiques, des modèles d'analyse, des benchmarks, c'est-à-dire augmenter l'activité agricole. Mais ce n'est pas augmenter l'activité agricole seule, ça va être augmenter les gens qui font l'activité agricole. C'est-à-dire le digital tout seul, il ne va pas sauver l'agriculture. Je suis désolé. Regardez ce qui s'est passé dans des pays bien plus en avance que nous, comme les États-Unis, etc. À un moment donné, il y aura toujours une intervention humaine, que ce soit l'agriculteur, que ce soit son conseiller, ou en tout cas les parties prenantes qu'il y a derrière. Donc l'idée, c'est que la donnée les aide. Alors comment elle va les aider? Il faut que aussi on replace qui est à l'origine de la donnée, qui est propriétaire de la donnée, et faire que la gouvernance de la donnée soit perçue comme un avantage. Aujourd'hui, la donnée doit appartenir à celui qui l'a créée. Et c'est celui qui l'a créée qui décide de la partager. Ça, c'est un premier prérequis. Sinon, on va toujours avoir une suspicion derrière sur le modèle. Quand je vois, alors je ne citerai ni nom ni autre, mais qu'on met à disposition des solutions de gestion d'exploitation gratuites par des grands opérateurs mondiaux. Il n'y a jamais rien de gratuit. Voilà. C'est qu'il y a un business model caché. C'est tout. Pourquoi ils veulent vous équiper, vous agriculteurs? Parce que derrière, ils ont identifié qu'il y a 30 000 gros agriculteurs en France qui consomment 80% des intrants ou qui valorisent 80% des productions. Je suis désolé, malheureusement, le Cantal, vous n'allez peut-être pas être les premiers ciblés, malheureusement pour vous, je suis désolé. Et deuxième, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Soit vendre des produits, soit commercialiser des productions. Et c'est là où ils vont faire en clair leur beurre. Il n'y a rien de gratuit. Donc là, derrière, il faut profiter aujourd'hui du mouvement qui est en cours. Il y a pas mal d'évolutions réglementaires, on en parlait ce matin, il y a séparation grand conseil, il y a la fin des RRR, alors, qui ne sont pas évidents à gérer. On est dans un modèle indirect, donc on travaille avec des coopératives, on travaille avec des négoces. Oui, il faut affronter ce changement-là, mais c'est aussi peut-être une opportunité, donc je suis toujours dans cette vision un peu positive, aussi pour replacer vis-à-vis de l'agriculteur en quoi nos solutions, notamment digitales, vont lui apporter quelque chose. Et si on veut être concret, l'agriculteur, il attend quoi? Il attend de gagner du temps. Est-ce qu'on peut simplifier sa saisie? Est-ce qu'on peut aussi la rendre plus fiable? Il a besoin de gagner de l'argent. Soit il économise du temps, soit on va lui apporter des conseils avec une valeur ajoutée vis-à-vis de ses facteurs productifs. Soit sinon, il va lui permettre de s'ouvrir notamment à des réseaux, notamment à des sources de valorisation. Et ça, c'est le troisième point, qui est un point qui est central dans le digital, et moi qui me tient à cœur, c'est l'écosystème. En clair, je défie quelconque éditeur de logiciels ou activité dans le SI de vous dire qu'il sera tout fait. C'est strictement impossible. L'agriculture, il n'y a rien de plus complexe. Alors, pour les agriculteurs qui sont là, un plan de fumure, on est dans le concret là, vous avez 40 régions en France. Je défie n'importe quel éditeur de logiciels de s'attaquer à un business model comme ça. Par contre, c'est indispensable pour vous. Et ce qu'il faut, c'est que vous ayez des acteurs qui travaillent ensemble. Il y a des startups, Famip, Pays Agro. Tout ne viendra pas des startups. Les startups vont apporter une brique. Les acteurs existants, l'Imagrin, la coopérative Altitude, etc., vont apporter un autre brique. Les acteurs existants de la chaîne vont apporter la brique. L'enjeu, c'est l'interopérabilité de ça. C'est-à-dire, demain, si on s'oriente vers la séparation dans le conseil qui est en cours, l'agriculteur va se retrouver confronté à quoi? À un conseiller qui va lui faire du diagnostic stratégique et un conseil strat, à un interlocuteur qui va lui faire son conseil de préconisation au quotidien et à un vendeur de produits. L'agriculteur, il va y avoir minimum 4 interlocuteurs. C'est là où l'outil digital il devient intéressant. C'est l'outil digital qui va lui fluidifier le lien avec ces interlocuteurs-là. Parce que sinon, ça sera de la relation intérimaire. Et c'est comme ça qu'on doit valoriser ça. Et c'est là où la data et le partage de la donnée sera intéressant. S'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de valeur. Si la donnée ne communique pas sur des référentiels partagés type API Agro,
ça ne marche pas. Et s'il n'y a pas une éthique dans la donnée, il va y avoir une perte de confiance, il va y avoir une perte de gouvernance, il va y avoir un désintérêt et un repli vis-à-vis de la technologie. Et je pense que ça, voilà, c'est des points qui sont clés. Alors nous, voilà, on a un actionnariat qui est purement agricole, on a des coopératives, on a des négoces comme Soufflé, des centres de gestion, etc. Et je pense que cette diversité d'actionnariat et cette diversité de culture économique, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une certaine neutralité, une approche voilà, qui est en ce sens, et je pense qu'il doit être celle qui gouverne l'ensemble des entreprises qui sont là, notamment Avril à côté, je pense qu'ils pourront partager là-dessus. Merci Nicolas. Peut-être nous rappeler InVivo et puis l'histoire de la naissance de SMAG, les dimensions d'InVivo aujourd'hui dans la copie. C'est combien d'entre eux, c'est une coopérative de coopératives qui mobilise combien d'exploitations aujourd'hui? Alors oui, c'est une coopérative de coopératives, c'est la fusion de diverses coopératives. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 200 coopératives. Ces coopératives ressemblent, en clair, rassemblant à peu près 300 000 agriculteurs coopérateurs. Alors, c'est des grands chiffres voilà, bon, qui sont ce qu'ils sont. La question, c'est que ça permet surtout de dégager des moyens, notamment suite au mandat de nos coopératives. Voilà, il y a dans la salle pour pouvoir travailler des points de force. Et l'une des points de force et des missions que nous avons demandé les coopératives, c'est notamment de structurer, mais pas contre coopératives aussi, avec des tiers indépendants comme Soufflé, une vraie entité autour du digital, ce qui est la naissance de SMAG. Et SMAG, c'est la fusion de 3 entreprises historiques. Une entreprise à Montpellier qui s'appelait Néotique, qui est née dans les années 2000, sur justement le suivi parcellaire et justement les farm management system, une autre qui s'appelait Ma Femme qui était à Champagne, et une troisième qui était Visioplay. Voilà, SMAG aujourd'hui c'est un peu moins de 200 salariés, c'est 10 millions d'hectares qui sont sous suivi, c'est 20 000 agriculteurs utilisateurs quotidiens, c'est 100 000 exploitations, et c'est une gouvernance avec un conseil d'administration qui est composé de représentants de coopératives, de représentants de négoces, et de représentants de centres de gestion. Et le modèle économique, c'est celui que vient de mettre Sébastien juste là, celle d'après. En fait, celle d'après, voilà, tu as une petite animation. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur quoi? Voilà. Sur l'interopérabilité. C'est-à-dire, nous, on va fournir, on est en modèle indirect. On ne fournit pas à l'agriculteur parce qu'on pense que le conseiller, le technicien de la coopérative, du négoce ou du centre de gestion a une vraie valeur ajoutée. Par contre, on est là pour lui offrir des solutions opérationnelles qui lui permettent d'apporter un conseil augmenté. Donc c'est ce qu'on fait au conseiller, à l'agriculteur, etc. Qu'on interopérabilise et surtout qu'on connecte à d'autres solutions, comme vous avez pu voir là-bas tout à l'heure, à FMDIP, etc. Et derrière, c'est le but de délivrer quoi? Ce sont des solutions décisionnelles, c'est-à-dire à un moment donné, on n'est pas dans la collecte pour la collecte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rende quelque chose à l'agriculteur. Qu'on rende quelque chose à l'agriculteur, qu'on rende quelque chose à la coopérative. Et ça, c'est quoi? C'est l'aider à produire plus et à produire mieux. C'est-à-dire benchmark des pratiques, simulation des assolements et impact économique. Et surtout, derrière un point dont je trouve qu'on n'a pas assez parlé aujourd'hui, c'est la traçabilité. La valeur, elle est en train de se déporter. C'est le consommateur qui va tracer, qui va créer la valeur et qui, par la traçabilité, va répercuter de la valeur. C'est à nous tous, en clair, un membre un peu de cet écosystème-là, c'est nous qui détenons la donnée de la traçabilité. Mais cette donnée-là, il va falloir qu'on soit en capacité de la mettre à disposition de l'aval, de la valoriser vis-à-vis de l'aval, d'aider des acteurs, voilà, par exemple, c'est assez clair, sur la création de chartes qualité, sur la création de produits originels. Historiquement, le consommateur était un acheteur de marketing, de promesse marketing. Aujourd'hui, l'acheteur, il achète une promesse d'origine. C'est que du marketing, c'est pareil. Sauf que ça, on a besoin de le garantir. Le marketing, il y a 10 ans, en grande consommation, c'était une question de moyens. Aujourd'hui, c'est une question de preuve. Et c'est là où la donnée, c'est la réassurance pour créer de la valeur et faire en sorte que cette valeur elle remonte la filière. Effectivement, pas de traçabilité sans données, et sans données vérifiées, et un système qui permet effectivement de désosser la donnée, c'est-à-dire de la réaffecter, de la traiter pour la rendre utile. Parce que là, on a des milliards de données générées chaque jour. Et inciter l'agriculteur. Quels sont les critères sur lesquels on va les organiser? Alors, il y a différentes choses. Il y a les référentiels. Donc, à un moment donné, Piagro travaille beaucoup là-dessus. Il y a des référentiels internationaux comme AgGate, etc. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des partenaires soient en capacité
d'échanger, de se parler. Ouais. Si chacun crée la plus belle maison avec son plus beau référentiel, le perdant, ça s'appelle l'agriculteur. Parce qu'il ne va pas aller prendre différentes solutions opérationnelles. Ça, c'est la première chose. Deuxième, il faut se fédérer, c'est-à-dire pas se regrouper, mais être en tout cas en capacité de parler d'une voix unanime. Parce qu'on est en train de parler de traçabilité. On a lancé plein de solutions sur le HVE, etc., qui sont une vraie donnée. La vraie question, c'est pas nous qui allons demain aller négocier vis-à-vis de Leclerc, Carrefour, Système U, puisqu'il n'y en a que 3, enfin 4 en face. C'est ça, c'est 4 acteurs quand même qui sont en train d'acheter. Comme dans les télécoms. Voilà. Donc le vrai enjeu, il est là. C'est comment on va armer derrière des intermédiaires. Et c'est pour ça que je reviens sur cette notion d'intermédiaire. Moi, je suis contre la disruption dans le modèle agricole. Je pense que ça n'apportera rien. Ce qu'on voit, c'est que les acteurs existants, ils ont quand même une valeur, alors peut-être à réexpliquer, une gouvernance à revoir, on en parlait, plus de proximité, mais ils apportent quelque chose. Et c'est eux qui vont être les défenseurs de cette création de valeur par l'agriculteur. Par contre, il faut les armer. Et la donnée, la traçabilité, c'est ce qui va permettre à des marques de créer leur promesse de valeur, de la démontrer, faire en sorte de la répercuter dans le prix vis-à-vis du consommateur et dans la gestion de marge et d'achat vis-à-vis des distributeurs. Et c'est ça l'enjeu. La donnée, elle sert qu'à ça, à rassurer le consommateur. Et quand on ne parle plus d'agribashing derrière, pourquoi on parle d'agribashing? Parce qu'aussi, et en faisant aussi un peu notre propre constat du monde agricole, c'est qu'on a laissé la communication à ceux qui ne voulaient pas du bien. Donc à nous de reprendre aussi un peu ce flambeau du positif, ce qu'on fait aujourd'hui ici, d'argumenter, parce qu'on a besoin de nous de donner des preuves. C'est-à-dire ceux qui nous attaquent, ils n'ont pas besoin de preuves ou alors très disséminées. Nous, on a toute la matière. Moi, je peux vous garantir sur les 10 millions d'hectares qu'on a en base de données que les pratiques agricoles, le respect des applications de produits, etc., ils sont conformes. Valorisons-le. Merci beaucoup Nicolas Ferras. Avant de donner la parole à Philippe Leroux, Valérie Mazza, justement, on peut imaginer qu'à partir du moment où vous avez équipé en capteur d'abord vos 1000 hectares puis vos 200 000 hectares, vous serez capable de raconter finalement l'histoire du produit, du champ jusqu'à l'assiette. Oui, effectivement, à la fois de concevoir des chartes de production adaptées et d'être capable, comme vous l'avez dit, d'apporter des preuves que nous suivons ces chartes de production. Oui. Et je vous rejoins complètement, c'est un outil de valorisation des productions qui est indispensable aujourd'hui et qui le sera encore plus demain. Formidable. Oui, ça commence à tenir debout cette histoire. Effectivement, c'est très encourageant. Philippe Leroux, directeur général de la Fondation Avril, je voulais que vous partagiez avec nous effectivement votre vision de l'innovation et les travaux que vous conduisez dans ce sens-là. On évoquera aussi l'appel à projet Massif Central V1 puis peut-être V2 et puis Numagri. Je vais descendre mettre à l'écran le schéma que vous m'avez envoyé. Numagri, c'est la question là aussi d'une cohérence et d'un langage numérique commun. C'est un petit peu ça, racontez-nous. Oui, alors, donc la Fondation Avril, tout d'abord, en 2 mots quand même, c'est une fondation qui est récente, elle a 5 ans, elle est reconnue d'utilité publique et sa mission c'est d'accompagner, alors on travaille en Afrique également, mais en France, c'est d'accompagner les transitions et les évolutions de l'agriculture. Alors Numagri, c'est une bonne nouvelle par rapport à ce qu'on vient d'entendre parce que c'est justement un mouvement qui est né il y a 2 ans à l'initiative de la Fondation et qui a pour objectif en fait de réunir l'ensemble de l'agriculture avec une vision, c'est que pour pouvoir créer de la valeur à travers les données qui sont produites et qui sont stockées, il faut déjà définir le langage commun que l'on souhaite maîtriser pour pouvoir exploiter ces données. Et donc, Numagri, en fait, c'est tout simplement l'ensemble du monde agricole qui s'est réuni sous la forme d'une association. Donc, on a les syndicats, il y a la PCA, il y a Côte de France, il y a l'ACTA, il y a les interprofessions, qu'elles soient animales ou végétales, et qui travaillent ensemble avec une vision, c'est de dire il faut qu'on définisse les termes. Parce qu'on parle d'information, cette information elle va être stockée sous forme de données,
Mais pour pouvoir utiliser ces informations d'une exploitation à l'autre, pour pouvoir les valoriser dans le cadre de la traçabilité et donc de pouvoir raconter une histoire aux consommateurs, il faut qu'on puisse parler de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut qu'on écrive des mots et que ces mots servent dans des phrases qui pourront être valorisées à travers un suivi de traçabilité. Ça permettra également de mieux connaître les coûts d'exploitation parce qu'on aura le même type d'information d'une exploitation à l'autre. Ça permettra également de pouvoir envisager l'avenir sur des sujets comme le bas carbone et donc également de pouvoir expliquer, que ce soit à la société, à l'Europe, que l'agriculture France fonctionne plutôt bien, comme vous le disiez tout à l'heure. Et pour qu'on puisse l'expliquer, il faut qu'on soit capable de dire que dans l'exploitation 1, on a le même type de données que dans l'exploitation 2, en tout cas elles ont la même signification, même si elles ne sont pas évidemment les mêmes, mais qu'on peut les traiter de manière transversale. Donc Numagri a défini un acteur pour travailler sur le standard, c'est GS1. Donc GS1 c'est l'acteur le créateur de GenCode, pour faire simple. C'est ce code barre que vous avez sur les produits que vous achetez dans les magasins et qui permet aujourd'hui d'identifier les entreprises qui produisent les produits que vous achetez, qui permettent également de donner un numéro de code au produit. L'idée donc que GS1 accompagne l'agriculture France sur cette définition, ce standard. Alors on va plutôt parler de méta-standard parce que dans les filières il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont développées à travers les outils comme SMAC, Xagri, Mes-Parcelles. Et donc l'idée c'est pas de refaire, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs et de créer, d'encapsuler ça dans un méta-standard qui permette de créer le premier standard international qui serait donc créé en France, comme le GenCode avait été créé en France il y a maintenant 30 ans, dans les années 70, 40 ans. L'idée est donc de construire le référentiel français qui puisse être appliqué en Europe et puis pourquoi pas demain dans le monde entier. Voilà, donc Numagri c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permettra de créer plus de valeur en facilitant les échanges de données. Par contre, là où c'est certainement effectivement un peu plus compliqué, c'est que comme on le disait, l'agriculture est un monde très complexe. On ne peut pas dire que ce soit un secteur d'activité, c'est en fait plusieurs secteurs d'activité, plusieurs métiers qui se passent dans une exploitation, donc dans une entreprise. Et donc le travail va être à longue échelle. On prévoit un planning d'à peu près 3 ans pour commencer à avoir quelque chose qui soit opérationnel. Alors, ce langage, il sert à quoi? C'est ce qu'on appelle les cas d'usage. Les cas d'usage, j'en ai parlé juste à l'instant, en parlant de la traçabilité. Très clairement, la traçabilité, c'est un cas d'usage d'un langage commun. Si on veut pouvoir communiquer des informations en aval, et notamment aux consommateurs, si on veut pouvoir valoriser cette information, il faut qu'elle ait le même sens, quel que soit le producteur, quelle que soit l'exploitation. Ça, c'est un cas d'usage. Un deuxième cas d'usage, c'est de connaître le coût des productions dans les filières et d'avoir la même façon de la calculer d'une exploitation à l'autre, de pouvoir les agréger et de connaître réellement les coûts de production de telle ou telle culture ou de tel et tel élevage. Ça peut être également la création de marques. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont faites dans le territoire. Il y a Terena notamment, qui est une coopérative dans l'Ouest, qui a développé une marque qui s'appelle Nouvelle Agriculture et qui a fait ce travail. Donc ce que veut faire Numagri n'a rien d'original, c'est simplement de le faire à l'échelle France. Mais Terena a déjà fait ce travail d'identifier des données, de les quantifier et de les récupérer pour valoriser ces données dans une marque. Donc ça c'est également un point très important, c'est que si on croit, et en tout cas c'est ce qu'on croit autour de la table quand on travaille avec Numagri, c'est que demain c'est l'information que l'on valorisera et moins les produits, c'est-à-dire que c'est pas la carotte en tant que telle qu'on valorisera, mais c'est l'information qu'on attachera à la carotte. Il faut être capable
de pouvoir avoir cette information dans un format qui soit compréhensible par tous. Donc voilà Numagri. Alors sur le schéma, vous voyez, c'est un peu complexe. Un jour on m'a demandé d'expliquer ce que les flux de données. En fait, je pense que j'ai fait un schéma qui est encore plus compliqué que... Mais pour faire simple, enfin, il faut voir, il y a Numagri en haut, donc c'est les standards. Donc Numagri ne crée rien, ne fait que simplement définir le format des données. Ce sont les outils d'aide à la décision qui vont valoriser ces informations-là. Après, effectivement, il y aura des outils de type API Agro, des plateformes de type API Agro qui pourront récupérer ces données et les transmettre à des acteurs de l'aval, à la recherche, à des transformateurs, à des distributeurs. Et puis vous voyez en bas un truc qui est en bleu, un carré bleu avec écrit Numalim. Numalim, ça fait penser à Numagri. Numalim, c'est une initiative qui a été lancée il y a 2 ans également par l'ANIA, le Fonds français alimentation santé. Et comme par hasard, la Fondation Avril était également dans les trois créateurs. L'idée, c'est qu'on peut, à partir de données qui seraient issues des produits transformés, des données issues des cartes, alors ça peut peut-être effrayer certains, mais des cartes de fidélité des distributeurs, donc de pouvoir analyser le comportement des consommateurs. On a également des informations qui viennent des caisses primaires d'assurance maladie, alors c'est anonymisé bien évidemment, et puis ce sont des informations qui sont un peu globalisées sur les territoires. Mais si vous avez ces 3 sources d'informations et que vous ajoutez une source d'information qui sont les produits agricoles, ben vous pouvez commencer à comprendre un certain nombre de choses, notamment d'analyser des comportements de consommateurs par rapport à des produits transformés, par rapport à la façon dont ils sont produits. Ça permet d'expliquer aux consommateurs un certain nombre de choses. Ça permet également aux agriculteurs d'avoir des informations sur la façon dont les produits sont utilisés. Et donc c'est une source très importante. C'est pour ça qu'on a créé Numagri, parce que Numalim se serait créé sans l'agriculture et sans la Fondation Avril, puisque l'ANIA avait le souhait de le faire, et on a pensé qu'il était nécessaire que l'agriculture soit partie prenante de cette aventure, pas pour contrôler, mais pour que la valeur soit répartie de manière un peu plus juste, et que l'agriculture puisse également bénéficier d'une répartition de valeur avec ces informations qui seront créées au sein de Numalim. Voilà. Donc il y a deux gros projets, donc ce projet Numagri, il y a ce projet Numalim, et puis on essaye de coordonner l'ensemble pour qu'il y ait une juste répartition de la valeur qui sera créée par l'information demain entre l'agriculture, la transformation et la distribution. Merci Philippe. Est-ce qu'on peut évoquer l'appel à projet Massif Central que vous avez lancé avec le commissariat de Massif Central et donc avec l'État et la région, et les régions du Massif? Alors là, je change totalement de sujet. Donc la Fondation Avril travaille sur, alors au-delà de l'appel à projet, je vais en parler, mais essaye de trouver des solutions pour financer les changements agricoles. On parle de transition agricole. Moi, je préfère parler de changement de l'agriculture parce que, tout compte fait, ces changements, ils ont déjà été initiés il y a pas mal de temps et ils se poursuivront. Donc, la question du financement de ces changements, le financement des agriculteurs qui souhaitent changer soit de pratique, soit de créer de nouvelles entreprises pour capter de la valeur, il faut pouvoir les aider dans les phases d'ingénierie, dans les phases de création d'entreprise, dans les phases de développement de leurs initiatives. Donc on a lancé un appel à projet effectivement sur le Massif central, sur la zone Massif central, 85 000 km², c'est énorme, c'est la plus grosse zone en France, qui est constituée de morceaux de 4 régions. Évidemment, ici, on est dans la région principale, mais vous avez un morceau de la Nouvelle-Aquitaine également, un morceau de la Bourgogne-Franche-Comté, et puis au sud, un morceau de l'Occitanie. Donc, sur 85 000 km², on a lancé avec l'État un appel à projet pour essayer de financer des initiatives collectives
où l'agriculture serait au centre, c'est-à-dire l'idée c'est un agriculteur ou un collectif d'agriculteurs qui ont des projets de développement d'activité et qui associent le collectif autour. Et donc il faut financer ces initiatives, il faut financer la réalisation de ce collectif, et puis il faut imaginer ce que ce projet deviendra demain. Et on a pensé qu'il était nécessaire de faciliter ce démarrage de projet, qu'il n'y avait pas beaucoup de financement qui était aujourd'hui attribué pour l'ingénierie de ce type de projet. Et donc on a lancé ça au mois de mai. Il y a 9 projets qui viennent d'être désignés mi-octobre, 9 projets qui vont de la valorisation des temps à une filière d'abeilles noires. Il y a également une filière de myrtille. Il y a également une valorisation de fromage. Enfin, c'est assez large. Mais en tout cas, ça fait partie, je dirais, d'un besoin de financement de l'agriculture. L'ingénierie. La fondation, on ne s'arrête pas là, évidemment, cette initiative-là sera reproduite probablement sur une autre région l'année prochaine. Et puis, on accompagne France Active et Initiative France dans leur réflexion sur comment adapter leurs outils pour financer également les agriculteurs. Et on lance au mois de janvier un fonds d'investissement qui s'appelle Agri Impact, qui est un fonds de 50 millions d'euros, et qui sera là pour apporter des fonds propres aux agriculteurs, pas aux exploitations, mais aux agriculteurs qui souhaitent créer des entreprises. Donc on aura, avec l'appel à projet l'ingénierie, avec France Active et Initiative France, on aura l'amorçage et le démarrage des projets, et avec Agri Impact, que l'on lance donc au mois de janvier avec une filiale du Crédit Coopératif, un outil de financement qui est le même que ceux auxquels les entreprises font appel quand elles développent leurs activités, mais qui sera spécifiquement pour les agriculteurs. Donc il faudra que dans les entreprises, les agriculteurs aient la majorité et que les projets soient issus de leur exploitation, c'est-à-dire soit de l'énergie verte, soit de l'alimentaire, de la transformation, de l'agrotourisme, des sociétés de services, de la distribution. Alors c'est plutôt des filières locales, parce qu'en général ça démarre localement, mais demain ça peut devenir de très très belles activités, de très belles entreprises. L'idée c'est d'aider les agriculteurs à capter de la valeur, à créer et à capter de la valeur. Que je comprenne bien, c'est Agri Impact, c'est une expression de fonds propres pour des agriculteurs qui veulent créer une entreprise ou une activité supplémentaire ou complémentaire de leur activité agricole, de leur exploitation. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que on est 4 ou 5, là on est 5 agriculteurs, on veut créer un circuit court, un magasin de circuit court. Ouais. On a ensemble 150 000 €, il nous en faudrait 300 000 pour pouvoir faire un emprunt, pour pouvoir acheter le bâtiment, équiper le rayon boucherie, mettre des chambres froides. Et on apportera les 200 000 € en obligation convertible pour ne pas prendre la majorité, bien évidemment, pour pouvoir sortir au bout de 8, 9, 10 ans. On verra, on prendra le temps nécessaire pour que le projet puisse naître. Et on accompagnera les 5 agriculteurs dans leur projet. Et ça, c'est en janvier. Et ça, c'est en janvier, c'est-à-dire que là, on a les fonds, mais il faut la partie juridique est assez longue, mais ça sera lancé en janvier. Super. Merci beaucoup, Philippe Leroux. Merci à nos 4 panélistes. J'espère qu'ils vous ont éclairé sur ces sujets de la connectivité, de la data et de la traçabilité. Enfin, je pense que vous en avez tous minimum mesuré les enjeux et les impacts positifs à en retirer. Donc, je vous propose de les applaudir. Et merci encore, merci à tous les 4.